Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va voir le nœud HTTP Request qui nous permet de communiquer avec des services externes. On va voir par exemple comment on peut communiquer avec l'API de Alloscan qui nous permet de récupérer des informations sur des mots-clés et aussi avec des API ouvertes où là on n'a pas forcément besoin de clés d'API pour communiquer avec. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça. On se donne rendez-vous sur la plateforme n8n. Comme d'habitude, on va ajouter le nœud dans notre workflow. Vous tapez HTTP et vous tapez sur le nœud HTTP Request. Donc déjà, on va commencer par modifier le nom de notre nœud car on va faire un appel d'API sans connexion. On va mettre par exemple API sans connexion. C'est une API ouverte, je vais vous montrer tout de suite la documentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les nœuds HTTP Request servent très souvent à communiquer avec des API, c'est-à-dire des services externes. Certaines API sont dites ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mot de passe, de clé d'authentification pour s'y connecter. Et d'autres sont souvent payantes et nécessitent une clé d'API ou au moins un compte utilisateur pour pouvoir y accéder. Une des premières API que je voulais vous montrer pour nos tests, donc la voici. C'est JSON Placeholder. C'est une API qui est ouverte, on peut communiquer avec sans clé d'API. Tout est dans la documentation, il suffit de savoir la lire. Ici, vous voyez, on nous dit pour récupérer les ressources, fetch, donc c'est du JavaScript, vous questionnez cette URL. Et vous allez récupérer les informations, donc vous allez récupérer le output, c'est-à-dire l'ID, un titre, un body et un ID d'utilisateur, du post, donc de l'article numéro 1. Donc là, on va pouvoir le tester directement, assez simplement. Je vais copier l'URL. Donc là, concrètement, quand c'est présenté comme ça, c'est une méthode get, c'est-à-dire c'est comme si vous tapiez directement, et on peut essayer de le faire, si on tapait directement l'URL dans le navigateur, vous voyez, on a une réponse qui est donnée. Ça, c'est l'API, donc c'est l'API qui est ici, qui a répondu avec ces informations-là. Nous, on va tester de faire la même chose, mais dans notre workflow. On pourrait avoir besoin de travailler avec les données de l'utilisateur, son ID, éventuellement afficher son titre, etc. Premièrement, le nœud HTTP est constitué de deux panneaux, Parameters et Settings. On va tout de suite aller dans le panneau Settings, parce qu'il est assez simple à comprendre. Donc, tous les nœuds ont un panneau Settings, mais il peut y avoir quelques différences en fonction des nœuds. Notamment, par exemple, SSL Certificate. Ça arrive très rarement, mais il peut arriver que vous ayez besoin de fournir un certificat de sécurité pour vous connecter à l'API. C'est très rarement le cas. Donc là, on ne va pas le cocher, il n'y aura pas besoin. Ensuite, si l'API renvoie rien et qu'on veut quand même continuer le workflow, on va mettre ce réglage Always Output Data qui permet, si on l'active, de toujours avoir une réponse et de continuer le workflow. Si vous ne le cochez pas et qu'il n'y a pas de réponse, le workflow s'arrête. Ça peut être un choix, mais souvent on veut que ça continue. Execute once, ça c'est quand vous avez un tableau et que vous voulez exécuter une seule fois sur le tableau, donc ce ne sera pas notre cas. Retry and fail, c'est notamment quand vous utilisez des modèles d'IA, il peut y avoir des fails ou peut-être que aussi l'API peut être en panne à un moment donné et que dans 2 secondes, 3 secondes, elle va être disponible. Vous cochez Retry and fail et ensuite vous pouvez comme ça augmenter le nombre maximum d'essais, donc là je crois que c'est 5 le maximum, et un intervalle entre chaque essai, vous pouvez attendre par exemple à 1 seconde. On error, donc ce réglage permet, s'il y a une erreur dans votre workflow, d'avoir un comportement spécifique. Par défaut, ça arrête le workflow. S'il y a une erreur, tout s'arrête. Des fois, il peut y avoir une erreur, mais on veut quand même continuer, tant pis. À ce moment-là, on va utiliser continue. Ou alors, on va utiliser continue et là, on va utiliser un output d'erreur pour pouvoir faire quelque chose. Si jamais le cas d'une erreur se présente, on prendra peut-être un autre chemin dans notre workflow.
On va pas l'utiliser puisque je pense pas qu'on en ait besoin. Même retry on fail, on ne va pas forcément l'utiliser dans notre cas particulier. Et ensuite, vous avez note et display note in flow. Ça vous permet de rajouter une petite documentation sous le nœud. On va marquer par exemple JSON placeholder, car c'est l'API qu'on va utiliser dans notre exemple. Et bien sûr, si vous voulez que ce message s'affiche, vous cochez display note in flow. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, vous voyez, donc c'est rouge parce que pour le moment, on l'a pas encore réglé, on n'a pas encore mis les paramètres d'appel d'API. Et vous voyez, le nom API sans connexion est ici, et le JSON placeholder est juste en dessous. Ça permet de documenter comme ça vos nœuds dans vos workflows, c'est très important. Ensuite, le deuxième onglet, l'onglet paramètres, c'est le plus important. Là, vous avez un premier réglage qui est méthode. Méthode, vous en avez plusieurs. Tout dépend de la documentation de l'API. L'API va vous dire quand il faudra utiliser une méthode post, quand il faudra utiliser une méthode put. Normalement, chaque méthode a une fonctionnalité spécifique, mais elle n'est pas toujours respectée dans les API. La méthode get va servir normalement à récupérer des données. Par exemple, lire ou consulter une ressource. Dans notre cas précis, c'est ce qu'on fait. On demande de récupérer une ressource des utilisateurs. Une méthode post, donc quant à elle, donc c'est la méthode qui est juste ici, elle va plutôt être utilisée pour envoyer des données, créer une ressource, ajouter un utilisateur, la suite par exemple de l'envoi d'un formulaire. Ensuite, vous avez la méthode put. Cette méthode va plutôt être utilisée pour remplacer entièrement une ressource qui existe déjà. Vous voulez switcher, vous voulez tout changer, vous utilisez la méthode put. Donc c'est une mise à jour complète de la ressource. Bien sûr, si l'API est bien faite, elle va utiliser une méthode put pour faire cette démarche. C'est pas toujours le cas, faites attention, il faut bien lire la documentation. Ensuite, vous avez un patch. Donc la méthode patch, elle est plus souvent utilisée pour mettre à jour partiellement une ressource. Vous voulez changer uniquement l'email de l'utilisateur, vous pouvez avoir une API qui va utiliser une méthode patch. Méthode delete, bon bah là, comme son nom l'indique, ça va permettre de supprimer une ressource. Il reste encore la méthode add, donc très rarement utilisée, en tout cas moi personnellement je l'ai très rarement utilisée. Ça permet de récupérer les en-têtes mais sans avoir la réponse du corps de l'API. Donc ce qu'on appelle le corps, c'est un peu toutes les informations que renvoie habituellement une API. Là on aura juste les en-têtes. Et une dernière qui est option. Pareil, j'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé quand même une fois. Cette méthode permet ça permet de donner les méthodes autorisées sur une ressource. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de communiquer avec l'API? Vérification d'écorce par exemple. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu technique, vous embrouillez pas avec ça. Nous on va utiliser la plupart du temps, ça va être des méthodes get, post. Très souvent c'est ça. Ok, très bien, on a fait le tour des méthodes. Maintenant vous avez un deuxième paramètre, c'est l'URL. Donc ça c'est très important. Dans notre cas, hop, on le voit ici, c'est https://jsonplaceholder.tpcode.com/post avec un s/1. On copie l'URL de l'API, on le colle ici, tout simplement. Prochain réglage, authentification. Authentification, vous avez trois choix. Si vous utilisez des nœuds qui ont besoin d'être authentifiés, vous pouvez utiliser donc predefined, pardon pour l'accent, credential type, et dessous vous allez avoir une liste qui vous liste toutes les possibilités de connexion aux différents nœuds. Par exemple, vous avez Gmail par exemple, vous avez GitLab qui permet de mettre du code en ligne, etc., etc. C'est un petit peu des facilités de connexion à certains nœuds. Le deuxième réglage, c'est Generic Credentials Type. Donc là, c'est vraiment, vous voulez construire, vous avez besoin par exemple d'un OAuth 2, là, comme on a vu pour Gmail par exemple. Vous pouvez passer par ici et le créer de A à Z. Ou alors, ce que j'utilise le plus souvent, parce que je trouve que à force c'est le plus simple en fait, vous en mettez pas.
et vous ferez passer les informations de connexion soit dans les headers, soit dans les query parameters. Des fois, c'est dans le corps de la requête. Ça dépend. Parfois, vous n'avez pas le choix. En fait, c'est au niveau de l'API que vous allez voir comment vous pouvez vous authentifier à l'API quand il y a besoin de s'authentifier. Ensuite, vous avez Send Query Parameters. Ça, c'est un réglage. Donc, si vous ne le cochez pas, vous n'avez rien. Si vous le cochez, vous pouvez renseigner des paramètres. Vous pouvez le renseigner en utilisant Using Fields Below ou Using JSON. Using JSON, vous donnez directement les informations au format JSON. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre accolades. Vous avez par exemple page 2.5. Ça serait un paramètre qui dirait, par exemple, je veux la page numéro 5. Si l'API demande cette information lorsqu'on la questionne. Et pour faire la même chose, exactement la même chose, mais avec Using Field Below, name, ça serait page, et valeur, ça serait 5. Moi, j'aime bien cette configuration-là parce que elle est facile à lire. Dans notre cas, je vais regarder la documentation parce que je ne la connais pas par cœur et on va voir s'il faut documenter. Hop, je vous la mets aussi ici. Donc dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Si on veut lister toutes les ressources, c'est pareil, il faudrait juste demander cette URL, mais au lieu de mettre à la fin /1, on ne mettrait pas /1 et l'API comprendrait que ça serait renvoyer tous les articles. Vous voyez, ça serait un tableau avec plein d'articles. On va essayer celle-ci qui est un peu plus intéressante. Vous voyez, dans la documentation, vous avez une URL, on va la copier. Je vais mettre ça sur le côté, comme ça on aura les deux en visuel. Voilà. La première chose qu'on voit, c'est l'URL. Très bien. On le colle dans l'onglet URL. Ensuite, la méthode, on nous dit c'est post. Donc là, il faut respecter. Hop, on change, on met post. On ne nous dit pas qu'il faut s'authentifier spécialement avec des clés d'API. C'est une API ouverte, donc on n'a pas besoin. Ensuite, est-ce qu'il y a des paramètres d'URL? Des paramètres d'URL, ça serait avec des points d'interrogation au niveau de l'URL. Par exemple, un point d'interrogation, page égale 2. Ça arrive parfois. Là, c'est pas le cas, donc on ne va pas l'utiliser. On décoche. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est headers. Là, on voit qu'on nous conseille, on nous demande même de rajouter content type dans les headers. Donc on clique sur headers, on rajoute la clé content types et là on voit qu'il y a tout ça à rajouter. Donc application JSON point virgule char7 égale UTF-8. On respecte la documentation. Et ensuite vous avez body. Body qui est ici. Send body, c'est un des autres réglages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'envoyer une version stringifiée, ça veut dire une version au format texte, d'un objet qui est ici, où il y a le titre, le body et un ID d'utilisateur. Donc on va copier tout ça, et comme c'est du JSON, on va se mettre avec Using JSON. Vous voyez que là, il faut exécuter du code. Donc si je le colle, on va voir si ça switch directement. Voilà, ça n'a pas switché. Vous voyez, sur JSON, vous avez fixed ou expression. Si vous voulez exécuter du JSON, vous mettez expression. Hop. Voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on a tout renseigné. On va pouvoir faire test step. Je me suis trompé. JSON, vous voyez là, le JSON n'est pas valide. Donc pourquoi il n'est pas valide? On a écrit du code directement. Et c'est pas la façon d'exécuter du code dans N8N. De mémoire, c'est avec deux accolades. Voilà, c'est comme ça. Et j'aurais dû m'en douter, je dessous. Mais c'est pas grave.
Donc je vous conseille de cliquer sur l'icône pour agrandir le visuel. Pour exécuter du code JavaScript dans N8N, vous mettez des doubles accolades et après vous mettez le code à l'intérieur. Et vous voyez que là, ce que ça génère, c'est une chaîne de caractères qui représente tout ça. On va retester de lancer le nœud. Cette fois-ci, on a une réponse. Donc tout ce qu'on a renseigné a permis de demander à l'API de nous envoyer les posts. Donc on voit qu'il y a un item. Très bien. Vous avez aussi un onglet Docs qui vous permet d'accéder, quand on clique dessus, à la documentation d'N8N qui est plutôt très bien faite et qui vous permet comme ça d'avancer aussi sur le nœud. Je regarde la documentation pour voir s'il y a d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Vous voyez, on ne va pas le faire parce que c'est la même chose qu'on a fait mais avec d'autres informations. Vous avez comme ça aussi la possibilité d'utiliser une méthode put. Donc une méthode patch aussi pour mettre à jour une information. Donc voilà, ça fonctionne comme ça au niveau des API. On va avoir une autre API qui est l'API Alloscan, qui est un outil de SEO qui permet de récupérer certaines informations, notamment soit sur des sites ou sur même des mots-clés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vais agrandir cette fois-ci. Je vais dupliquer. Tac. Et je ne vais pas forcément vous montrer la clé d'API, mais quand vous cliquez en fait sur afficher ma clé d'API, vous avez une clé qui s'affiche, donc c'est un ensemble de textes. Hop. Est-ce que je vais pouvoir récupérer la clé d'API? Parce que pour le moment, elle ne s'affiche pas. Voilà, ça y est, elle s'affiche, très bien. Donc je copie ma clé et on va regarder un petit peu la documentation. On va prendre par exemple, tout ça c'est on appelle ça des routes, hein, c'est-à-dire toutes les requêtes qu'on peut faire vers cette API. La première, ça permet de récupérer des informations sur un mot-clé. Cette documentation est différente de celle qu'on a vue, elles sont toutes différentes, donc il faut au départ comprendre comment elles fonctionnent, et après quand vous avez compris, vous pouvez l'utiliser plus simplement. Celle-ci, on va la parcourir assez vite. Vous avez toujours la méthode qui est présente, donc là c'est post. Vous avez l'URL qu'il faut utiliser. Vous avez les crédits consommés, donc ça c'est parce que l'API elle n'est pas gratuite. À chaque fois qu'on fait un appel, ça coûte de l'argent. Contenu de la requête. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on va vous demander pour pouvoir vous répondre. On va vous demander un keyword, donc un mot-clé. Ça sera obligatoire et ce sera une chaîne de caractères. Donc ça va être par exemple un mot-clé SEO, Coupe du Monde. Voilà, on voudrait faire un article sur la Coupe du Monde de foot, par exemple, Coupe du Monde de foot. Ben, ça serait ça notre keyword. Request data, donc là c'est qu'est-ce que vous allez vouloir récupérer dans l'API. Et la langue, donc ça c'est obligatoire. Et la langue qui n'est pas obligatoire, ou là on peut dire ce que c'est en français, donc FR, EN en anglais. Toujours un exemple de la réponse, ça nous permet de voir si ce qu'on va demander aura les réponses attendues. Donc là, vous voyez, vous avez similar, highlight, vous avez keyword match, plein d'informations dedans, vous avez SERP, etc., etc. Et donc on pourrait comme ça demander dans request data juste la SERP, par exemple. Donc ça, c'est comment s'utilise l'API d'Alloscan. On ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Et vous voyez à droite, vous avez un petit encart. Vous avez comment on peut questionner l'API avec une commande curl, donc directement depuis un terminal. Donc, vous avez la façon de l'utiliser avec Python et avec Node. Donc nous, on va plutôt partir sur l'exemple de Node pour constituer notre nœud HTTP request. Je le mets sur le côté. Est-ce que je peux... Non, j'ai pas accès. Alors on va agrandir un petit peu. C'est dommage. Voilà, on voit un petit peu ici. On va se débrouiller comme ça. On va faire un deuxième nœud. Hop. Donc là, je tape HTTP. On va mettre Alloscan.
La méthode, on a dit que c'était post. L'URL, hop, on va switcher sinon entre les deux, ce sera plus simple. L'URL, c'est celle-ci. Tac. Je colle l'URL. Est-ce qu'il faut s'authentifier? Donc non. On va pas s'authentifier directement. On va pas s'authentifier directement depuis ici, mais on va utiliser, de mémoire, c'est le body qui contient la clé d'API dans notre cas particulier. Vous voyez, ah non, c'est les headers. Donc c'est Alloscan API Key, mais qui est contenu dans les headers. Justement, les headers, on voit plusieurs choses. On a accept application JSON. Donc, on active les headers. On a accept valeur application JSON. On va en rajouter une autre. Ensuite, on nous dit content type application JSON aussi. Très bien. Donc, content type application JSON. Et enfin, dans les headers, on a Alloscan API Key. Et donc là, c'est votre clé d'API. Donc là, on va coller. Tac, et je vais copier ma clé d'API. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande dans la documentation? On nous dit data, il y a cet objet-là. Donc, on va prendre tout cet objet, on va le copier, et vu que c'est du JSON, on va faire comme tout à l'heure, on va pas s'embêter. On va le passer dans sendBody puisque c'est la clé data, et on va switcher non pas en using fields below, mais en using JSON. On agrandit avec l'icône. Et on colle, hop, et on colle l'exemple. Par exemple, là, on avait dit le mot-clé, c'est Coupe du monde de football. Ball. Et on va récupérer que la SERP. Donc, on efface tout ça et on récupère que la SERP. Si on regarde la documentation, on n'a pas besoin d'autres informations. Ensuite, c'est exécuter le nœud, grosso modo. Donc, on va essayer d'exécuter notre nœud. Hop, est-ce que ça passe? C'est un peu plus long, ça a l'air de marcher. Et en effet, vous voyez, là, on a questionné l'API de Alloscan. Et il nous a renvoyé plein d'informations sur la Coupe du monde de foot. Donc après, de la SERP, par exemple. Donc, c'est intéressant si on veut, par exemple, créer un contenu avec des infos qui sont présents dans la SERP de Google, donc dans les résultats de recherche de Google, quand on tape le mot-clé Coupe du monde de football. Et après, avec ça, on peut continuer notre workflow et avancer comme ça dans notre logique. On a fait le tour, on n'a pas fait le tour encore du nœud, il reste les options. Donc qu'est-ce qu'on a comme option? Batching. Batching, ça vous permet, donc si on clique dessus, ça vous permet, quand certaines API l'acceptent, de pouvoir demander un grand nombre de requêtes en une fois, au lieu de le demander à chaque fois. Donc ça permet comme ça de limiter les appels. Ignore SSL. Donc ça vous permet de, comme son nom l'indique, ne pas vérifier si l'API est en HTTPS ou non. Puisque vous faites transiter des données et que si elle est en HTTP, potentiellement, vous pouvez vous faire espionner entre vous et le serveur où est l'API. Et comme ça, pouvoir lire les informations de l'API. Ensuite, vous avez Lower Case Headers. Ça permet, par exemple, tout à l'heure, on a vu Content Type. Des fois, c'est écrit en majuscule dans les documentations, mais peut-être que l'API accepte que lorsque c'est écrit tout en minuscule avec un tiret dans notre cas. Cette option-là permet de ne pas se prendre la tête et directement, même si vous mettez des majuscules, ça va corriger automatiquement en minuscules. Redirect. Donc là, ça permet, quand vous avez une API, vous allez demander une URL et imaginons que cette URL est redirigée vers d'autres URL de l'API. Avec cette option, quand on va questionner l'API, ça va suivre
les différentes redirections et ça va fonctionner. Si vous ne cochez pas cette option et que l'API a des redirections, ça mettra qu'il y a eu un problème. Réponse. Donc là, c'est dans votre réponse, est-ce que vous voulez inclure les headers et le statut? Est-ce que ça a réussi ou non? Ça peut servir pour la suite du workflow. Quand vous avez une requête d'API qui est tombée en erreur, vous pouvez ensuite ajouter par exemple un nœud if qui permet de tester si la réponse est 200, c'est OK. Si c'est 400, il y a eu un problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie un mail par exemple? Et never error, c'est-à-dire que même si quand il y a un problème, on continue le workflow et on ne considère pas une erreur 400, 500 comme une vraie erreur, mais simplement comme une réponse. Réponse format. La plupart du temps, vous allez laisser sur autodetect, mais vous pouvez attendre un fichier, vous pouvez attendre un JSON ou un texte si vous voulez forcer le format de la réponse que vous attendez. Pagination. Donc pagination, ça vous permet quand vous avez une API avec, par exemple, vous avez 1000 produits, l'API, elle va pas vous retourner les 1000 produits d'un coup, elle va peut-être vous retourner 100 produits par 100 produits. Si vous voulez récupérer les 1000 produits, vous pouvez très bien faire une boucle et demander à chaque fois la page suivante. Donc là, ça vous permet, avec ce réglage, de donner donc, la clé demandée. Ça pourrait très bien être page ici. Et vous utilisez l'information qui est retournée par l'API. Donc lors de la première exécution, l'API va vous retourner une réponse. Dans cette réponse, il va y avoir page suivante 2. Vous utilisez la variable de la réponse et vous cherchez à cibler le 2. Donc vous allez faire de la réponse .next page par exemple. Proxy, c'est un autre réglage qui vous permet quelquefois d'utiliser des serveurs qui sont dans à différents endroits avant de questionner l'API. C'est-à-dire que vous interrogez le serveur proxy qui lui-même va interroger l'API. Ça permet de limiter par exemple les problèmes d'IP. Par exemple, des fois l'API elle restreint soit une IP ou vous pouvez questionner l'API que 5 fois par exemple pour votre IP à vous. Avec des serveurs proxy, vous passez par d'autres serveurs qui eux-mêmes vont interroger l'API, qui vont pas être encore restreints par l'API parce qu'ils n'ont pas demandé encore 5 fois, qui eux-mêmes vont vous répondre. Donc vous allez pouvoir comme ça questionner un nombre de pages assez important sans être bloqué. Ça sert souvent à ça. Et timeout. Timeout, tout simplement, parfois vous allez questionner une API et celle-ci, elle va pas répondre, mais elle va pas répondre juste ou faux, elle va attendre. Vous pouvez dire que si au bout de 10 secondes, s'il n'y a pas eu de réponse, alors on continue, c'est que il y a eu un problème et que tant pis, on avance dans le workflow. Cette fois-ci, on a fait le tour du nœud HTTP request. C'est un nœud qui est vraiment très important franchement, dans presque tous mes workflows, il y a ce nœud-là, puisque vous allez avoir très souvent besoin de communiquer avec des services externes. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur ce nœud ou des choses que vous comprenez mal, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Mais vraiment, c'est un nœud qu'il faut maîtriser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on verra sûrement un nœud très intéressant aussi, c'est les agents IA, qui nous permettent de comprendre des textes de langage naturel et aussi d'en générer. Donc j'espère que je vous retrouverai aussi sur cette vidéo qui va être très intéressante et je vous dis à la prochaine.